Bonjour à tous. Il y a un peu moins d'un an, je me suis décidé à créer, à lancer une chaîne YouTube et parmi les premiers sujets que j'ai traités, j'avais fait tout un cycle de vidéos concernant le DevOps, le cloud et la containerisation, dans lequel j'introduisais la containerisation en parlant de Docker. Et je m'étais dit à plusieurs reprises, je me suis dit, il faut que tu creuses un petit peu, il faut que tu montres encore plus les arcanes de la containerisation, avec l'objectif de dédramatiser son usage et de faire en sorte que les gens arrêtent de considérer que la containerisation, c'est des surcouches et des surcouches et des surcouches. Et j'ai mis du temps à adapter mon support, à créer un support un petit peu plus étoffé sur les aspects un peu plus internes de Docker. Et donc maintenant, bah, ça y est, je suis prêt à vous présenter une mini-série qui aura pour objectif, alors c'est pas une mini-série, pardon, c'est une série dans le cadre de l'arc Tech and Dev, de vous présenter une série qui va nous proposer un deep dive dans la technologie Docker. Jingle! Alors pour commencer hein, ce sujet très technique sur Docker, beaucoup plus technique que sur la première série que j'avais fait, on va vraiment essayer de revenir hein, sur le fonctionnement global. Je vais probablement, pour ceux qui ont déjà fait ce cycle, je vais reprendre quelques slides, mais ça me permettra de réintroduire, et après on va pousser un tout petit peu plus. Donc effectivement, on commence sur le fonctionnement global de Docker. Donc rappelez-vous, j'avais déjà présenté ce slide, si vous avez déjà fait mon cycle de vidéo. La containerisation, si on doit faire une synthèse, qu'est-ce qu'on retrouve dans la containerisation? Je vous avais dit, containeriser, c'est créer quelque chose d'isolé, de transportable et de duplicable. Et pour pouvoir créer cet objet isolé, transportable, duplicable, il va nous falloir qu'en plus, il puisse interagir avec le reste, interagir avec d'autres éléments isolés. Donc il y avait des enjeux de réseau, de NAT et de règles de NAT avec NFTable par exemple, de bridging pour accéder aux interfaces réseau de la machine, et une API qui va nous permettre de créer ces containers. C'est typiquement cette partie-là qu'on va aller regarder, la mécanique de création des containers et la mécanique associée à l'isolation, les contrôles groupes, les namespaces, et plus que la partie transportable duplicable. Là, on va pas forcément creuser sur le layering. Je pense que je l'avais déjà pas mal expliqué et a priori, c'est pas forcément là où le centrique que je souhaite faire va être le plus important. On va beaucoup plus parler de la partie gauche et de la partie démon Docker et l'écosystème autour du démon Docker. Donc, on va faire un rappel de la containerisation et cette notion qu'on avait déjà vue, hein, la notion de namespace, et donc l'espèce de paire de lunettes qui permet de fausser la vue de la réalité à un container qui s'exécute, à un processus qui s'exécute pardon, dans un container. Donc on se rappelle, hein, je vais passer assez vite, hein, il y a un certain nombre de namespaces qui ont été mis en œuvre au fur et à mesure de l'évolution du noyau Linux, qui nous offrent une capacité de faire un super shroot, d'avoir un super résolveur, des résolveurs qui sont limités à la vision interne à l'intérieur du container. La notion de contre-groupe qui sont extrêmement importants, on va creuser beaucoup plus sur ce sujet-là. On a la notion d'isolation de la mémoire partagée et des IPC, les sémaphores, les message queues, les segments de mémoire partagée, donc une super mémoire partagée. Il y avait toute la partie réseau, hein, le fait d'avoir une vision spécifique des interfaces réseau. Là aussi, on va probablement regarder un petit peu plus le sujet. On avait nommé ça le super IP ou ifconfig. L'isolation des processus, quelque chose de fondamental, d'extrêmement important dans la containerisation. On va le regarder aussi un petit peu plus en profondeur. Et puis enfin, le user namespace, lui peut-être qu'on le regardera un peu moins. Alors,
Si on le regarde de façon visuelle, c'est pareil, ce slide c'est un rappel hein, de choses que j'avais déjà montrées. On a l'ensemble de tous les namespaces racines de l'ensemble accessible sur le système par n'importe quel processus. La création d'un container va offrir une vue faussée avec tous ces namespaces qui vont être spécifiques, qui vont offrir une vue spécifique au système en ayant sa propre racine, ses propres interfaces virtuelles, sa propre vue de la résolution de nom du système, ses propres limites d'exécution grâce au contrôle groupe V1 puis V2 maintenant, la mémoire partagée, la table de processus et puis la liste les associations user ID user. Ce slide, je l'ai un peu retravaillé parce que justement, j'avais peut-être pas été aussi précis sur le séquencement depuis la CLI Docker jusqu'à la création d'un processus. Donc pour commencer, on va regarder la partie violette. Quand on veut créer un processus, on est sur son shell, on lance une commande et ça va forker un autre processus. Donc la façon de forker un processus, c'est donc de créer une copie en mémoire de ce processus, puis après, grâce à des appels du type exec, exec-ve, on va prendre le code du nouveau processus et substituer par rapport à la copie qu'on avait fait. C'est le principe même d'un fork. Donc ça nécessite de faire ce qu'on appelle un syscall, un appel système vers le kernel, au travers de la libc du système. Maintenant, on va regarder notre ami Docker, et puis on se rappelle, pour instancier un container, donc lancer des processus dans un container, il va falloir effectivement faire un appel à la ligne de commande Docker, qui elle va communiquer avec le démon Docker D, et c'est là où j'avais pas été complètement exhaustif, alors je l'avais fait volontairement pour simplifier, mais là, cette fois-ci, on va creuser. Donc on est dans le démon Docker D, et ce démon Docker D va parler avec un autre démon qui s'appelle containerd, on va lui expliquer son rôle, qui lui-même va s'appuyer sur un élément de cal qu'on appelle le containerd shim, que on va aussi expliquer, et puis ça s'appuie sur une couche un peu plus universelle qui s'appelle runc, et c'est elle qui fait le syscall pour aller créer les processus, faire tous les appels système qui vont permettre de créer l'ensemble des éléments nécessaires à la containerisation des processus. Donc, ce qui est important à se rappeler dans cette étape-là, c'est qu'un groupe de processus peut avoir son propre groupe de contrôle, ses propres namespaces, et effectivement, donc, ces groupes namespace, c'est intrinsèque au noyau Linux, ça permet justement l'isolation, la segmentation et le multiplexage des ressources et la gestion des limites sur les ressources au travers des contrôles groupes. Et on a donc une solution avec Docker qui est beaucoup plus raffinée que ce que LXC, LXD proposait, et donc on a une containerisation qui va être beaucoup plus utilisée. Dès que Docker a mis en place sa solution, elle a effectivement largement, sa diffusion s'est accélérée et il est nettement plus utilisé que LXD, LXC n'a jamais été utilisé. Alors, j'en reste ici pour cette première étape, parce que voilà, je cherche à faire des supports assez courts pour que vous puissiez revenir dessus, pour que vous puissiez effectivement revenir sur ces fondamentaux, parce que à partir de ces fondamentaux, là, on va enchaîner des vidéos qui effectivement vont rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc, à la prochaine sur la série Tech and Dev, et puis bah, abonnez-vous.